Alors dans ce chapitre, nous allons voir comment la notion de forme linéaire alternée que nous avons introduite au chapitre précédent va nous permettre de comprendre et de clarifier la notion de pseudo-vecteur que vous avez déjà rencontré dans le passé pour illustrer par exemple les propriétés du champ magnétique, via l'introduction d'une autre notion qui est celle de pseudo-scalaire, qui est un scalaire dont la valeur va dépendre de l'orientation du repère que l'on va utiliser pour décrire l'espace. Alors, nous allons partir de la constatation que l'espace des formes n linéaires alternées, comme nous l'avons vu, est de dimension 1, lorsque n est la dimension de l'espace. Et donc si les formes n linéaires alternées vivent dans un espace à une dimension, on peut légitimement les comparer à des scalaires. Cependant, nous allons voir que leurs propriétés sont un petit peu différentes des scalaires dont on a l'habitude, puisqu'en physique, une quantité scalaire est certes une quantité qui vit dans un monde à une dimension, comme la température et la pression, elles sont caractérisées uniquement par un nombre réel, mais ce nombre réel est indépendant de la façon dont on va représenter l'espace. Nous allons voir qu'au contraire, les formes n linéaires alternées certes, sont des objets de dimension 1, mais dont la valeur va dépendre de l'espace et de la base que l'on va considérer pour décrire l'espace ambiant. Alors considérons donc une forme linéaire alternée, et on sait que cette forme linéaire alternée est complètement déterminée par sa valeur sur une base, donc en t de E1, En, et donc à chaque valeur, à chaque forme linéaire alternée, on va associer sa valeur sur t sur E1 jusqu'à En. Et on va appeler ça lambda. Et donc là, ça illustre bien le fait que les formes linéaires alternées sont des objets de dimension 1. Maintenant, si on réorganise la base et qu'on veut regarder l'action de t sur E mu 1 jusqu'à E mu n, eh bien nous avons vu au chapitre précédent que ceci s'obtient simplement en multipliant lambda par la signature de la permutation des différents vecteurs, et donc on va avoir lambda fois epsilon de mu1 mu n, c'est-à-dire que s'il y a deux vecteurs qui sont identiques, on va avoir 0, et puis si tous les vecteurs sont différents, eh bien on a simplement la signature de la permutation correspondante. Donc on voit déjà que le lambda est un objet qui n'est pas défini indépendamment de l'espace, puisqu'il suffit de réorganiser l'ordre avec lesquels on va représenter les vecteurs de l'espace, donc par exemple en changeant l'orientation de l'espace, et la valeur de lambda va changer par cette multiplication par le coefficient de Levi-Civita, epsilon mu1 mu jusqu'à mu n. Alors maintenant, si on regarde dans une base quelconque, eh bien on va définir lambda prime comme étant t qui va agir sur les vecteurs de base E'1 jusqu'à E'. Donc on va simplement réexprimer les vecteurs E'(i) en fonction des vecteurs EI de l'ancienne base, celle-ci, à l'aide des matrices de changement de base. Donc on va avoir un lambda mu1 jusqu'à lambda mu n fois E mu 1, donc ça, lambda mu1 fois E mu 1 c'est E'1, lambda E'(n) c'est lambda mu n fois E mu n. Donc on peut évidemment sortir les coefficients de la matrice de changement de base de t, puisque t est une application multilinéaire. Et comme on l'a vu, eh bien, ce t ici, ça va être simplement lambda fois epsilon mu1 jusqu'à mu n. Et donc on voit que lambda prime, simplement lambda fois ce facteur ici. Et ce que l'on reconnaît ici, c'était rien d'autre que le déterminant lambda. Donc on voit là aussi que la valeur de lambda prime va dépendre, de nouveau, du choix de base, et quand on change de base, eh bien, on va avoir simplement un facteur qui va être le déterminant de la matrice de changement de base qui va apparaître. Alors, nous, ce qui va nous intéresser en général sont des isométries, c'est-à-dire des applications qui vont conserver un produit scalaire. Alors, soit le produit scalaire habituel de l'espace euclidien, soit le produit de Minkowski. Et ce qu'on a vu dans ce cas-là, c'est que dire qu'on conserve le produit scalaire, ça veut dire que les matrices de changement de base conservent donc le tenseur métrique, et donc que l'on a par exemple lambda alpha mu lambda bêta nu fois g alpha bêta. Donc ça c'est la valeur de g après un changement de base. Et bien ceci doit être égal à g mu nu. Cette égalité peut s'écrire matriciellement que comme la transposée de lambda fois g fois lambda est égal à g, où donc lambda c'est juste la matrice représentant les lambda alpha mu, et grand G c'est la matrice représentant les éléments de matrice du tenseur métrique. Et donc si on passe au déterminant, on voit que le déterminant de lambda au carré fois le déterminant de g
est égal au déterminant de G. Et donc, si on simplifie par le déterminant de G, on voit que le déterminant de lambda au carré est égal à 1. Donc on voit que pour des isométries, le déterminant de lambda a toujours un module qui est égal à 1, donc il peut valoir 1 ou moins 1. Dans le cas des rotations de l'espace, des isométries de l'espace à 3 dimensions, eh bien, le fait d'avoir une isométrie qui va avoir un déterminant 1 ou moins 1 revient à considérer des isométries qui vont conserver ou pas l'orientation de l'espace. Donc, par généralisation, ce qu'on va dire, c'est que la valeur absolue de lambda, donc de ce scalaire, est inchangée, mais son signe va dépendre de l'orientation de l'espace. Si vous voulez, ça va dépendre du déterminant de la matrice de changement de base qu'on va utiliser. Et donc, un tel lambda, un tel scalaire, dont la valeur donc, dépend ou le signe dépend de l'orientation de l'espace, est ce qu'on va appeler un pseudo-scalaire. Alors, ça peut être une notion un petit peu saugrenue, puisqu'on voit pas bien le lien entre les scalaires et l'orientation d'espace, mais en réalité, vous connaissez déjà un exemple de pseudo-scalaire, qui est le produit mixte de 3 vecteurs, puisque le produit mixte de 3 vecteurs, donc A vecteur LB scalaire C, c'est certes un scalaire, puisque c'est le produit scalaire de 2 vecteurs, mais comme A vecteur LB dépend de l'orientation de l'espace, eh bien A vecteur LB scalaire C va lui-même dépendre de l'orientation de l'espace. Donc le produit mixte de 3 vecteurs est un objet qui va dépendre effectivement de l'orientation de l'espace dans lequel on travaille. Alors maintenant, on va essayer de jouer un peu le même jeu, mais avec des vecteurs. Donc, comme on va travailler sur des vecteurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu le point de vue. C'est-à-dire jusqu'à présent, nous avons considéré un produit extérieur construit à partir de l'espace dual. Ce que nous avons défini, c'est la puissance nème ou pm de l'espace dual E étoile. Mais évidemment, tout ce que l'on a raconté peut s'étendre à la puissance nème de l'espace lui-même, puisqu'on a vu que l'espace E peut être considéré comme le dual du dual, c'est-à-dire l'espace des formes linéaires agissant sur le dual. Et donc on va pouvoir construire les puissances extérieures Pm de E comme en fait les formes P linéaires alternées qui vont agir non plus sur E lui-même mais sur son dual. Alors les propriétés sont les mêmes, puisque E et son dual sont des espaces vectoriels, et on n'avait jamais fait aucune hypothèse sur les propriétés de E. Donc ce qu'on avait vu, c'était que la dimension de la puissance extérieure Pm d'un espace donné, c'était NP, où N est la dimension de l'espace, et P, donc la puissance extérieure, le degré de la puissance extérieure que l'on considère. Donc si on considère N-1, eh bien le coefficient binomial N-N-1, simplement N, donc est la dimension de E. Donc on voit que l'espace des fonctions, des applications N-1 linéaires alternées, où N toujours est la dimension de l'espace de base, eh bien est un espace de dimension N. Exactement la même dimension que l'espace. Et donc la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'on peut, de la même façon qu'on a identifié des pseudo-scalaires lorsqu'on a regardé les formes n linéaires alternées, bien définir des pseudo-vecteurs ou des pseudo-formes linéaires lorsque l'on va regarder ces applications, ces formes n-1 linéaires alternées. Alors, l'idée pour ça, c'est de se souvenir qu'une forme linéaire vont agir sur des vecteurs pour former un scalaire, ou, comme on l'avait dit aussi, un vecteur agit sur une forme linéaire pour faire un scalaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une forme n-1 linéaire, la faire agir sur un vecteur, et construire à l'aide de cette transformation, non plus un scalaire, mais un pseudo-scalaire. Donc pour ça, c'est relativement simple. Alors, on va considérer T qui est une forme n-1 linéaire alternée, donc qui va agir sur E étoile, X un vecteur, donc qui appartient au dual du dual, donc qui agit aussi sur le dual, et on va simplement considérer le produit tensoriel de T avec X. Donc si vous vous souvenez, quand on a construit un produit tensoriel de deux formes linéaires, eh bien la forme linéaire que l'on construit est simplement une valence qui est la somme des valences des deux formes linéaires. Donc ici, on va avoir une forme qui va être n-1 linéaire plus 1, ça va faire n linéaire. Cependant, elle n'a pas de raison d'être alternée, puisque autant la T va être symétrique lorsqu'on va échanger ses arguments, ou asymétrique lorsqu'on va échanger ses arguments, il n'y a pas vraiment de rapport avec X
et donc cet objet-là n'est pas alterné. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est, à partir de cet objet, donc qui est de nouveau une forme n linéaire, la transformer en une forme qui est alternée. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire simplement un antisymétriseur. Donc on va considérer Q une forme P linéaire quelconque, et on va définir une nouvelle forme P linéaire, A de Q, qui est définie par A de Q qui va opérer sur x1 jusqu'à xp. Donc ici, on agit sur des éléments du dual, ce sont des formes linéaires sur lesquelles on va agir. Mais de nouveau, ça n'a absolument aucun rôle, on pourrait agir sur n'importe quel espace vectoriel. Donc on le définit de la façon suivante, c'est 1 sur p factoriel, somme sur toutes les permutations de SP, de epsilon sigma fois Q de x sigma 1 jusqu'à x sigma p. Donc ce qu'on fait, c'est que simplement on va prendre Q, on va permuter ces arguments, sommer sur toutes les permutations possibles, et pondérer ceci avec la signature de la permutation correspondante. Et donc ceci, par définition, par linéarité, par structure vectorielle de l'espace des formes linéaires, est effectivement une forme linéaire. Maintenant, il faut vérifier qu'elle est bien alternée, et ce, indépendamment de Q. Donc pour ça, on va utiliser une propriété importante du groupe symétrique SP, c'est que si je fixe un sigma 0, donc un élément quelconque de SP, l'application qui a sigma fait correspondre sigma 0 fois sigma, eh bien est une bijection de SP dans SP. Alors, c'est trivial à voir, hein. Bon, évidemment, ça va de SP dans SP, puisque la composition de deux permutations est une permutation. Maintenant, il faut montrer que cette application est injective, c'est-à-dire si on a sigma prime et sigma seconde, tel que sigma 0 sigma prime est égal à sigma 0 sigma seconde, et bien à ce moment-là, on n'a que sigma prime est égal à sigma seconde. C'est très simple, puisque tous les éléments de SP étant des bijections, sigma 0 est un inverse, donc on multiplie à gauche et à droite par sigma 0, et donc on peut simplifier par sigma 0, donc bien que sigma prime égale sigma seconde. Maintenant, si on a sigma seconde appartenant à SP, est-ce qu'on peut trouver un sigma tel que sigma seconde est égal à sigma 0 sigma prime, c'est-à-dire est-ce qu'il est atteint par cette application? Oui, de nouveau en utilisant le fait que tout élément de SP a un inverse, eh bien on va voir que sigma prime est égal à sigma 0 moins 1 sigma seconde qui va convenir. Donc voilà la première propriété que l'on va utiliser. La deuxième propriété que l'on va utiliser, c'est que epsilon de sigma forme ce qu'on appelle un morphisme de groupe, c'est-à-dire qu'on a que epsilon sigma prime est égal à epsilon sigma prime. Donc ça, c'est aussi trivial, puisque vous vous souvenez, epsilon de sigma, c'est moins 1 puissance le nombre de permutations nombre de transpositions, pardon, dans la décomposition de sigma. Donc imaginons que sigma s'écrive comme un produit de n transpositions, sigma prime s'écrive comme un produit de n' transpositions, donc on a sigma est égal à pi de i égale 1 à n de taux i, sigma prime est égal à pi de j égale 1 à n' de taux j, et bien j'ai que sigma prime est évidemment pi sur i des taux i fois pi sur j des taux j, et il va y avoir n plus n' transposition pour l'écrire. Et donc on en déduit que epsilon de sigma prime va être simplement égal à epsilon de sigma fois epsilon de sigma prime, d'après cette propriété-là. Donc maintenant nous allons montrer que A de Q est bien alterné, donc on va considérer A de Q qui va agir sur x sigma 1 jusqu'à x sigma p, et on veut montrer que ça c'est simplement la signature de sigma fois A de Q qui opère sur les vecteurs x1 jusqu'à xp. Donc ensuite, on va revenir à la définition de ce que c'est que A de Q, c'est 1 sur p factoriel fois la somme sur sigma prime appartenant à SP de epsilon fois sigma prime fois Q de x sigma prime fois sigma 1, etc., etc., x sigma prime fois sigma p, et on va poser sigma seconde est égal à sigma prime fois sigma. Ce que l'on a vu, c'est que lorsque sigma est fixé, l'application qui a sigma prime fait correspondre sigma prime, sigma est une bijection de SP sur SP, ça veut dire que lorsque sigma prime va décrire SP, bien sigma seconde va aussi décrire SP.
Donc ça, je peux l'écrire au final comme 1 sur P factoriel, somme sur sigma seconde appartenant à SP, de epsilon sigma prime, fois Q de X sigma seconde 1, jusqu'à etc., X sigma seconde de P. Alors, par ailleurs, je sais que la signature est de module 1, donc ça, je peux écrire ça comme 1, c'est égal à epsilon sigma au carré. Et donc, epsilon sigma prime, epsilon sigma seconde carré, c'est epsilon sigma prime, epsilon sigma fois epsilon sigma. Et en utilisant la propriété de morphisme de groupe, ça c'est epsilon de sigma prime fois sigma, donc c'est epsilon sigma seconde. Epsilon sigma, lui, est une constante, donc il va sortir de la somme. Et ça va être epsilon sigma fois 1 sur P factoriel, somme de sigma seconde appartenant à SP, de epsilon sigma seconde fois Q de X sigma seconde de 1 jusqu'à X sigma seconde de P. Et donc ça correspond bien à epsilon sigma fois A de Q. Et donc on a bien démontré cette relation-là. Alors, donc on a démontré que A de Q est une forme qui est bien P linéaire alternée. Alors ce qu'on a en plus comme propriété, c'est que le produit de A carré, eh bien c'est A. Ce qui signifie que A carré, en tant qu'opérateur linéaire qui va transformer des formes linéaires en autres formes linéaires, est un projecteur. Et ce projecteur va projeter les formes linéaires sur les formes linéaires alternées. Alors pour démontrer que A carré égale A, on va procéder de façon assez similaire à ce que l'on a vu précédemment. Donc pour ça on va écrire que A carré de Q, qui opère sur x1 xp, c'est 1 sur P factoriel au carré, somme sur sigma et sigma prime, qui appartiennent tous les deux à SP, de epsilon sigma prime, fois Q de donc x sigma prime de 1, jusqu'à etc., x sigma prime de P. Alors, comme tout à l'heure, on va poser sigma seconde est égal à sigma prime, et donc quand on va faire, plutôt que de faire la somme sur sigma prime, on va faire la somme sur sigma, et donc sur sigma seconde, pardon, et donc on va avoir 1 sur P factoriel au carré, somme sur sigma seconde, de epsilon sigma seconde, puisque epsilon sigma prime, c'est epsilon sigma prime, donc c'est epsilon sigma seconde, Q de x sigma seconde de 1, x sigma seconde de P. Et donc on reconnaît de nouveau A de Q, donc ça va faire 1 sur P factoriel, somme sur sigma A de Q de x1 jusqu'à xp. Donc A de Q, x1, xp ne dépend pas de sigma, et donc la somme sur sigma va donner simplement le nombre de permutations qu'il y a dans SP, qui est exactement égal à P factoriel, et donc ceci est égal à A de Q fois x1 jusqu'à xp. Donc on voit effectivement que A carré est égal à A, et que donc A est bien le projecteur sur l'espace des formes P linéaires alternées. Donc on va définir le produit extérieur d'une forme n-1 linéaire avec un vecteur de la façon suivante. On va commencer comme précédemment. On va prendre le produit tensoriel de t avec x, donc pour créer une forme n linéaire qui va agir sur le dual de E. Et on va lui appliquer l'antisymétriseur pour créer une forme qui va être n linéaire alternée. Et on multiplie par la dimension de l'espace conventionnellement. On verra que ça permettra de retrouver des définitions que l'on connaissait. Donc cet objet-là, c'est une forme n linéaire alternée, donc ça définit un pseudo-scalaire tel qu'on l'a défini précédemment. Alors, il y a une petite nuance dans le sens où on avait défini le pseudo-scalaire à partir des formes linéaires alternées sur E. Ici, on a des formes n linéaires alternées sur E dual, mais au total, il n'y a pas de différence, en particulier pour les relations de changement de base. Lorsqu'on change de base dans le dual, on utilise lambda. Quand on change de base dans l'espace direct, on utilise lambda moins 1. Mais dans les deux cas, le déterminant lambda et le déterminant lambda moins 1 sont identiques, puisque pour des isométries, on a le déterminant lambda est égal à plus ou moins 1. Donc, tout ça pour dire que donc on définit comme ceci un pseudo-scalaire. Donc l'application qui a x fait correspondre le produit extérieur de t avec x, va définir ce qu'on va appeler une pseudo-forme linéaire, c'est-à-dire c'est linéaire en x de façon évidente, grâce à la linéarité du produit tensoriel, oui, et de l'antisymétriseur qui est ici. Et c'est une forme qui est
pseudo-linéaire, puisqu'elle va faire correspondre à x un pseudo-scalaire, c'est-à-dire une forme n linéaire alterne. Et donc on va noter t étoile, l'étoile signifiant qu'on a une pseudo-forme sur x. Donc on a une barre en haut pour dire que c'est une forme, et l'étoile, c'est pour dire que ça va appliquer sur les pseudo-scalaires, c'est-à-dire sur les formes n linéaires alternes. Alors cette application qui va passer des formes n-1 linéaires alternées aux vecteurs ou aux formes linéaires, aux pseudo-vecteurs ou pseudo-formes linéaires plutôt, c'est ce qu'on appelle le dual de Hodge. Alors ce dual de Hodge, on va le définir de la façon suivante. Donc on va prendre notre vecteur x, donc un vecteur x de l'espace, on prend notre t étoile ici, qui est donc la pseudo-forme linéaire, et donc on va l'appliquer sur E1, En, donc de façon à créer un pseudo-scalaire. On a vu que quand on prenait une forme n linéaire alternée, que l'on la faisait agir sur la base de l'espace, eh bien on générait un pseudo-scalaire. Donc cet objet-là, t étoile qui opère sur x, c'est un pseudo-scalaire, qui est défini de cette façon-là. Alors plus précisément, maintenant si on veut regarder les composants de cette pseudo-forme linéaire, exactement comme on avait fait précédemment, eh bien on va regarder l'action de t étoile sur un vecteur de base EU. C'est exactement comme ça qu'on avait défini les composantes d'une forme linéaire normale. On regarde son action simplement sur un vecteur de base. Donc pour établir cette relation, on va revenir à la définition de ce que c'est que t étoile. Donc ceci va être égal à donc t produit extérieur avec E mu qui va agir sur E1, En. Et donc ce qui est égal à n fois l'antisymétriseur qui agit sur t tensoriel E mu, c'est-à-dire 1 sur n factoriel, somme sur sigma appartenant à Sn, de t tensoriel E mu, qui va agir sur donc E sigma 1 jusqu'à E sigma n fois epsilon de sigma. Et donc c'est égal à 1 sur n-1 factoriel fois la somme sur sigma appartenant à Sn, donc de t de E sigma 1 jusqu'à E sigma n-1 fois E mu qui agit sur E sigma n, multiplié toujours par epsilon de sigma. Alors plutôt que de sommer sur les sigma, ce qu'on peut faire c'est appeler ceci mu1, mu-n-1, pardon, et ici mu-n, et donc sommer sur les mu1, mu2, mu-n, et à ce moment-là, eh bien, soit on va avoir des mu qui vont être identiques, des mu qui vont être identiques, et à ce moment-là, ça ne correspondra pas à une permutation, on mettra un facteur qui va être égal à 0, un facteur qui va être égal à 0, soit tous les mu sont différents, et à ce moment-là, effectivement, on va avoir bien une permutation, et dans ce cas-là, le epsilon sigma, c'est simplement le coefficient de Levi-Civita, epsilon de mu1, mu2, mu-n. Donc ça va être aussi égal à 1 sur n-1 factoriel, fois la somme sur les mu1 jusqu'à mu-n, donc de epsilon mu1 jusqu'à mu-n, fois t de mu1 jusqu'à mu-n-1, c'est la définition de ce que c'est que les composantes du tenseur, fois E mu, qui agit sur mu-n. Or ça, par définition de la base duale, c'est delta de mu-n. Donc on voit qu'en réalité, dans la somme, le mu-n ne va pas intervenir, et donc ceci est effectivement égal à 1 sur n-1 factoriel, fois, j'utilise une notation d'Einstein, epsilon mu1, mu2 jusqu'à mu-n-1 fois mu, fois t de mu1 jusqu'à mu-n-1. Donc voilà l'expression de la composante de t étoile, la mu-n composante de t étoile, donc c'est 1 sur n-1 factoriel, epsilon de mu1 mu-n fois les composantes de t. Alors, les composantes covariantes de cette forme linéaire, ou cette pseudo-forme linéaire, sont inhabituelles, puisque là aussi elles vont dépendre de l'orientation de l'espace. En effet, si je calcule les composantes de t étoile dans une nouvelle base, eh bien elles vont être multipliées par ce lambda mu nu comme d'habitude, mais elles vont aussi être affectées de ce coefficient déterminant de lambda moins 1 dont on a vu qui dépend de l'orientation de l'espace et qui caractérise donc les pseudo-scalaires et les pseudo-formes linéaires. Donc pour voir ça, ce que l'on commence par voir, c'est que donc si je regarde t étoile
prime de x, eh bien c'est t produit extérieur avec x qui agit sur E'1, E'n, donc la base duale, la nouvelle base duale de l'espace. Donc ça, c'est un pseudo-scalaire, alors qui est défini à partir de la base duale, donc ça veut dire que le préfacteur qu'on va récupérer, c'est pas le déterminant de lambda, mais c'est le déterminant de lambda moins 1, tout simplement parce que la base duale se change avec lambda moins 1 et pas avec lambda. Donc ça va être déterminant de lambda moins 1 fois t étoile de x. Donc maintenant, si je fais agir t étoile prime sur le vecteur E' mu, donc la nouvelle base, ça va être égal à t étoile prime fois lambda nu mu fois e nu. Donc j'exprime le vecteur de la nouvelle base en fonction des vecteurs de l'ancienne base. Je sors les lambda nu mu par linéarité. J'ai t étoile prime de e nu, et je sais que t étoile prime de e nu, eh bien ça va être égal à lambda nu mu fois le déterminant de lambda moins 1 fois t étoile de e nu. Et ça, c'est ce qu'on a appelé t étoile indice mu. Et donc on voit que t étoile prime indice mu va être égal à lambda nu mu fois t étoile nu, donc la transformation habituelle pour une composante, un objet covariant, mais affecté de nouveau de ce coefficient déterminant de lambda moins 1 qui signale que ici on n'a pas vraiment une forme linéaire, une pseudo-forme linéaire qui va dépendre de l'orientation de l'espace. Donc on a à présent une pseudo-forme linéaire. Maintenant on va définir un pseudo-vecteur comme l'objet contravariant associé en le multipliant simplement par le tenseur métrique. Et donc on va définir t étoile mu en haut, donc le pseudo-vecteur, comme g mu nu en haut fois t étoile nu en bas. Donc je prends la pseudo-forme linéaire et je la transforme en un pseudo-vecteur, simplement avec la procédure habituelle, en utilisant le tenseur métrique. Donc ce que l'on voit, c'est que si on fait une transformation isométrique, eh bien comme le pseudo-scalaire, le pseudo-vecteur va être affecté par l'orientation de l'espace, c'est-à-dire si on change l'orientation de l'espace, eh bien le pseudo-vecteur va être changé en son opposé à cause ou en raison de la présence de ce déterminant qui est ici. Alors tout ceci est très abstrait, et à présent je voudrais l'illustrer dans le cas des pseudo-vecteurs de R3, pour voir que l'on retrouve effectivement des notions que l'on connaissait. Donc on est à 3 dimensions. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que finalement les pseudo-vecteurs, c'est des formes n-1 linéaires alternées dans l'espace à n dimensions. Donc on est à 3 dimensions, donc on va considérer ici des formes qui sont 3-1, c'est-à-dire 2 fois linéaires alternées, donc des formes bilinéaires alternées. Donc une forme bilinéaire alternée, c'est décrit par une matrice TIJ, ici, à 2 composantes, et puisqu'on va avoir une forme qui va être alternée, eh bien cette matrice va être antisymétrique, puisque là, comme on est sur un espace à une forme bilinéaire, donc on a simplement 2 arguments à t, ou à q, comme vous voulez, et donc les seules choses qu'on puisse faire, les seuls changes qu'on puisse faire, c'est soit laisser les 2 arguments identiques, soit intervertir les 2 arguments. Et donc notre matrice ici, de façon à être alternée, doit être antisymétrique. Et donc, comme on l'a vu, on va faire correspondre à cette matrice TIJ un pseudo-vecteur ou une pseudo-forme t étoile de k qui va être égal à epsilon ij TIJ sur 2. Donc cette formule-là est simplement une traduction de la formule qu'on avait écrite précédemment qui était que t étoile indice mu est égal à 1 sur n-1 factoriel fois epsilon de mu1 mu n-1 mu fois t de mu1 jusqu'à mu n-1. Donc ici, n est égal à 2, donc on va avoir 1 sur 2 factoriel, qui est le facteur 1,5 qui est ici. Epsilon ijk, donc on prend de nouveau le fait que dans l'espace 3 dimensions, on va prendre des indices qui vont être des indices latins pour noter les différentes composantes. Donc mu1 c'est j, mu1 c'est i, pardon, mu2 c'est j, et mu c'est k. Et donc on va avoir t, ij ici.
Alors par ailleurs, j'utilise le fait, comme on l'a vu aussi, que quand on est dans l'espace à 3 dimensions euclidien, eh bien, on va pouvoir confondre composantes covariantes et composantes contravariantes, simplement parce que le tenseur métrique, c'est l'identité. Donc on va pouvoir basculer de l'une à l'autre, simplement en multipliant par 1. Donc il n'y a pas de distinction entre composantes covariantes et contravariantes. Donc cette expression-là, même si les IJ sont en bas, provient du fait qu'on travaille dans l'espace à 3 dimensions euclidien, dans lequel donc il n'y a pas de distinction à faire entre composantes covariantes et contravariantes. Donc voilà nos composantes de T étoile K. Et donc si vous écrivez votre matrice, ce que vous voyez immédiatement, c'est que la matrice TIJ va avoir ces composantes-là. Donc T étoile Z ici, moins T étoile Y, T étoile X, et puis ensuite les opposés de l'autre côté de la diagonale, puisque la matrice est antisymétrique. Et donc vous pouvez vous convaincre aussi assez facilement que TIJ va être en fait égal à epsilon IJK fois T étoile K. Donc ce qu'on voit ici, c'est que, c'est une propriété qui est importante, c'est probablement la plus importante de ce cours-là, c'est que lorsqu'on considère une matrice antisymétrique dans R3, eh bien on peut lui faire correspondre un vecteur unique qui correspond finalement à ces trois composantes qui sont en dehors de la diagonale. Et donc il y a cet isomorphisme entre les matrices antisymétriques de R3 et puis les vecteurs de R3. Mais ce que l'on va voir, ce qu'on va préciser, c'est que ce vecteur n'est pas un vecteur standard, mais c'est un pseudo-vecteur qui va donc être sensible à l'orientation de l'espace. Alors par ailleurs, puisque dans l'espace euclidien on peut faire correspondre composantes covariantes et contravariantes, eh bien ça veut dire qu'on peut aussi identifier les formes bilinéaires avec des applications linéaires et des formes bilinéaires sur le dual. Alors si j'interprète TJ comme une application linéaire, c'est-à-dire qu'une application qui a un vecteur fait correspondre à un autre vecteur, cette application va s'écrire de la façon suivante. Donc elle va faire correspondre un vecteur xi et va l'envoyer sur TIJ fois xj. Et donc ça, d'après ce que je vois, c'est epsilon ijk fois xj fois t étoile k, qui n'est rien d'autre que finalement le produit vectoriel de x avec t, avec ce pseudo-vecteur t. Donc en tant que coopérateur linéaire, eh bien t qui agit sur x, c'est simplement le produit vectoriel de x avec ce pseudo-vecteur t étoile. Alors, pour ça va nous permettre de bien comprendre pourquoi finalement ce pseudo-vecteur, tel qu'on fait correspondre, tel qu'on l'a défini, est un objet qui est inhabituel vis-à-vis notamment des transformations qui changent l'orientation de l'espace, comme par exemple une symétrie centrale. Imaginons que l'on fasse subir donc, une transformation lambda à notre espace. Eh bien, en tant qu'application linéaire, t va être changé en lambda moins 1, t fois lambda. Ça, c'est la transformation de changement de base habituelle pour les opérateurs linéaires. Si maintenant on considère une symétrie centrale, lambda c'est moins l'identité, à ce moment-là, eh bien, quand on va voir moins l'identité ici et moins l'identité là, eh bien, on voit que t est inchangé. Donc par une symétrie centrale, notre opérateur t est laissé inchangé. Et comme il y a une bijection entre t et t étoile, on voit que t étoile est lui aussi inchangé. Donc on voit que si on fait subir une symétrie centrale à notre système, eh bien t étoile n'est pas changé parce que t étoile fondamentalement provient d'une matrice et que les matrices ne sont pas sensibles aux symétries centrales. Maintenant, au contraire, un vrai vecteur serait évidemment changé en son opposé par une symétrie centrale. C'est la définition d'une symétrie centrale. Et donc on voit que un pseudo-vecteur n'est pas modifié par une symétrie centrale. Et donc on retrouve cette propriété que vous connaissez bien des pseudo-vecteurs, qui est que les pseudo-vecteurs ont des propriétés de symétrie qui sont inverses par rapport au vecteur, c'est-à-dire que lorsque vous avez une symétrie qui change un vecteur en son opposé, eh bien le pseudo-vecteur va être inchangé. Et vous voyez ici l'origine de cette propriété-là, c'est que fondamentalement les pseudo-vecteurs ne sont pas des pseudo-vecteurs, mais en tous les cas dans R3, ce sont des matrices 3 par 3 antisymétriques. Nous allons illustrer le lien entre ces opérateurs antisymétriques et les pseudo-vecteurs de R3 dans un deuxième exemple, qui est celui des rotations infinitésimales de R3, et plus généralement la définition de ce que c'est que le vecteur rotation ou le vecteur vitesse angulaire lorsqu'on considère un solide en rotation.
Donc pour ça, on va considérer une rotation, un opérateur de rotation, donc un opérateur linéaire, qui est une matrice 3 par 3. Exactement comme en mécanique quantique, nous allons introduire la notion de rotation infinitésimale, c'est une rotation d'un angle faible, de sorte qu'on va écrire que R, c'est l'identité plus delta de R, où donc delta de R est un opérateur infiniment petit. Donc si R est une isométrie, une rotation est une isométrie, et donc ça veut dire que quel que soit x et y, eh bien le produit scalaire de Rx avec Ry est égal au produit scalaire de x avec y. Et donc si on développe ça à l'ordre 1 en delta R, eh bien on va avoir x scalaire y plus delta R de x plus delta R de y est égal à x scalaire y, donc les x scalaire y vont se simplifier. Et on voit finalement que cette isométrie se traduit par le fait que delta R de x scalaire y plus x delta R de y doit être égal à 0. Donc ça traduit à l'échelle infinitésimale le fait que les rotations sont des isométries dans R3. Et donc, pour ce qui est des éléments matrices de delta RIJ, eh bien, delta RIJ, c'est par définition delta R de EX scalaire, de EI scalaire EJ, c'est la jème coordonnée de l'action de delta R sur EI. Et donc on voit que ça va être delta R IJ, et ça va être delta RJI. Et donc on voit que delta RIJ égale moins delta RJI, et donc delta R est un opérateur qui est antisymétrique. Donc une rotation infinitésimale dans R3 correspond à un opérateur qui va être antisymétrique parce qu'elle va conserver la norme et le produit scalaire. Donc d'après ce qu'on a vu, on va voir qu'on a vu que notre matrice delta RIJ va pouvoir s'écrire comme moins epsilon IJK fois delta θ k étoile. Alors il y a juste un signe moins par rapport à la définition qu'on avait prise tout à l'heure, mais ça change strictement rien. Donc ce delta k étoile correspond aux éléments donc hors diagonaux de delta RIJ, et donc vont correspondre aux trois composantes d'un pseudo-vecteur qu'on appelle le pseudo-vecteur rotation. Et donc, maintenant si je regarde l'action de delta R sur un vecteur x, eh bien ça va être, comme on l'a vu tout à l'heure, delta θ étoile, vectoriel x. Donc de nouveau, avant on avait x vectoriel t étoile, mais ici on a l'opposé tout simplement parce qu'on a pris pour delta θ étoile la définition opposée. Donc ce delta θ étoile, c'est un pseudo-vecteur qu'on appelle le pseudo-vecteur rotation infinitésimale. Donc il a une norme, il a une orientation, donc si on prend un vecteur u unitaire, delta θ étoile, ça va être l'angle de rotation autour de l'axe u, et donc il va lui être un pseudo-scalaire. Alors par exemple, ce delta θ étoile va permettre de définir le vecteur vitesse angulaire d'un solide, puisque imaginons que je repère les points d'un solide par rapport à un point A de référence A, qui est toujours le même dans le solide, même si le point A se déplace, c'est toujours le même point du solide que je suis en train de considérer. Et donc si je regarde le vecteur AM à l'instant t plus delta t, donc là M est là aussi un point fixe, un point donné du solide qui va se déplacer dans le temps, et bien donc le vecteur AM va simplement tourner, va subir une rotation en fonction du temps. Donc AM de t plus delta t va être AM de t plus une rotation infinitésimale, si delta t est petit, qui va opérer sur AM de t. Donc on va simplement faire tourner le vecteur AM lors de l'évolution du solide. Et donc je vais pouvoir écrire ça comme AM de t plus delta θ étoile fois AM de t, ou delta θ étoile, c'est ce pseudo-vecteur tel qu'on l'a défini ici, pseudo-vecteur rotation. Et donc maintenant si je fais AM de t plus delta t moins AM divisé par delta t, bah, j'ai la vitesse de AM en fonction du temps, vous la dérivée de AM en fonction du temps, et bien ça va être oméga étoile vectoriel AM, ou oméga étoile c'est simplement delta θ étoile sur delta t, et donc ce oméga étoile, ça va définir le vecteur vitesse de rotation angulaire du solide. Donc voilà ici l'équation fondamentale de la dynamique des solides en fonction de ce vecteur rotation. Et donc vous voyez son origine, c'est on considère les rotations, on considère des rotations infinitésimales. Ces rotations infinitésimales sont des opérateurs qui sont antisymétriques. À tout opérateur antisymétrique, on va pouvoir faire correspondre un pseudo-vecteur, et ce pseudo-vecteur va donner naissance, infinitésimal va donner naissance au vecteur rotation instantanée du solide. Alors, juste rapidement, on peut généraliser cette notion de produit extérieur à n'importe quel produit de deux formes linéaires alternées. Donc si je considère deux formes linéaires alternées T1 et T2 ici,
donc qui sont des formes P et Q fois alternées, on va pouvoir définir le produit extérieur de T1 avec T2 de la façon suivante. Eh bien, on va faire le produit tensoriel des deux formes. Donc c'est une forme P plus Q fois alternée, une forme P plus Q linéaire. Elle n'est pas alternée. Donc pour la rendre alternée, on fait agir toujours l'antisymétriseur. Et on va multiplier par P plus Q factoriel divisé par P factoriel sur Q factoriel, histoire de normaliser. Et donc ce T1 vectoriel T2 va être une forme qui va être P plus Q fois linéaire alternée. Donc par exemple, c'est grâce à cette notion-là qu'on peut définir le produit vectoriel. Il apparaît comme produit extérieur de deux vecteurs. En effet, imaginons donc maintenant qu'on ait deux vecteurs, A et B. Donc ça, le produit extérieur de A et B, ça va être une forme qui va être bilinéaire, hein, alternée, qui va agir sur le dual de l'espace. Et donc si je regarde la composante mu nu de A produit extérieur avec B, eh bien c'est par définition l'action du A produit extérieur avec B avec E mu, E nu. Sur E mu, E nu, pardon. Donc quand je vais prendre T1 tensoriel T2, a priori si je fais agir sur E mu et E nu, ben, ça va me donner A mu et A nu. Maintenant quand je vais antisymétriser, eh bien je vais simplement échanger le rôle de mu et nu, et donc ça va me donner un A nu et mu. Et puis je vais mettre un signe qui va être moins, puisque je fais une permutation de mu et nu. Donc cet objet-là, ça va être A mu B nu, moins A nu B mu. Et puis ici on a P plus Q factoriel divisé par P factoriel Q factoriel, qui va donner 2 divisé par 1, donc ça fait un facteur 2, mais comme dans l'antisymétriseur j'ai aussi un demi, eh bien ça disparaît. Et donc on va voir A mu B nu moins A nu B mu. Et donc on voit que si on est à 3 dimensions, cet objet-là va être une forme bilinéaire alternée, donc c'est un pseudo-vecteur, et on voit que les coordonnées de ce pseudo-vecteur, eh c'est simplement les AXBY moins AYBX, etc., qui correspondent effectivement aux coordonnées du produit vectoriel. Donc le dual de Hodge de cette forme bilinéaire, c'est simplement le produit vectoriel tel que vous le connaissez habituellement. Donc vous voyez que le produit vectoriel apparaît effectivement apparaît naturellement dans le cadre de ces algèbres extérieures comme le produit extérieur de deux vecteurs. Et c'est un pseudo-vecteur parce qu'il provient d'une forme bilinéaire alternée à 3 dimensions. Alors comme exercice, vous pouvez montrer que maintenant le produit extérieur de 3 vecteurs, A extérieur avec B, extérieur avec C, donc c'est une forme trilinéaire alternée. En 3 dimensions, c'est donc un pseudo-scalaire. Et ce pseudo-scalaire, eh bien, ça va être le produit mixte. Donc ça, je vous laisse le vérifier par vous-même. Alors pour terminer ce chapitre, nous avons vu les formes bilinéaires alternées dans l'espace à 3 dimensions. Et maintenant, je voudrais regarder un petit peu leur structure dans l'espace de Minkowski. Donc on va regarder F mu nu, une forme bilinéaire alternée, donc ça va être décrit par une matrice 4 par 4 antisymétrique. Donc comme elle est antisymétrique, il y a des zéros sur la diagonale. Maintenant si je regarde les éléments F0i, donc ça va être les éléments qui vont avoir une composante temporelle, et donc I va désigner une composante spatiale. Ces F0i, vous voyez, ils sont indicés par un indice I qui peut être X, Y, Z, puisque ça correspond au... Donc c'est une coordonnée latine, donc ça correspond aux coordonnées spatiales. Ça va représenter un vecteur de R3. Alors, ça représente un vecteur de R3 parce que tout simplement c'est indicé par 3 coordonnées, évidemment. Mais plus fondamentalement, ce qu'on a vu, c'est que les vecteurs de R3, ou les formes linéaires de R3, comme vous voulez, puisque de nouveau dans R3 on peut identifier forme linéaire et vecteur exactement comme on peut identifier composantes covariantes et contravariantes. On peut pouvoir construire ça de la façon suivante. Donc, un vecteur, une forme linéaire de R3, c'est fondamental quelque chose, c'est une forme linéaire qui va être définie indépendamment d'un choix de base. Donc, on a à notre disposition F, qui est une forme linéaire sur R4 sur l'espace de Minkowski. Donc, je vais définir une forme linéaire sur R3 de la façon suivante. Donc, je prends un vecteur R, et je vais lui faire correspondre le vecteur X dans l'espace de Minkowski, qui est simplement 0, R. Donc sa composante temporelle, c'est 0. Il est purement spatial.
Et donc je vais définir l'application linéaire de la façon suivante. L'application qui a R fait correspondre F, notre forme bilinéaire qui agit sur l'espace de Minkowski, fois E0 x. Donc on va faire agir F sur E0 et sur x. Et vous vous convainquez assez facilement que ceci va simplement être égal à F0i fois xi, les coordonnées de notre vecteur de base de départ R. Donc vous voyez que le point central ici, c'est cette application linéaire telle qu'on l'a définie ici, elle ne dépend pas du tout de la base dans laquelle je vais représenter f, donc elle ne dépend pas directement des éléments matrices f0i, fij, etc., etc. On part de la définition de f en tant qu'application qui a une paire de vecteurs fait correspondre à un autre vecteur, donc qui est indépendant de la base dans laquelle on travaille, et simplement on la fait agir sur E0, le vecteur temporel, et puis x, ce vecteur, ce quadrivecteur qu'on a construit, là aussi sans faire appel explicitement à la base de l'espace, à partir du vecteur R. Donc F0i, les composantes temporelles de notre matrice antisymétrique correspondent à un vecteur de R3. De la même façon, Fij, les composantes donc temporelles, I et J sont des indices, spatiales, I et J sont des indices spatiaux, va représenter une matrice antisymétrique donc sur R3, et donc vont présenter un pseudo-vecteur de R3. Donc on va poser B étoile K qui va être égal à moins epsilon IJK et Fij divisé par 2. Et donc ça veut dire que notre matrice F mu, on va pouvoir l'écrire à l'aide d'un vecteur de R3 et à l'aide d'un pseudo-vecteur de R3. Et donc elle va prendre la forme suivante. Donc on va noter à x, à y et à z les composantes de ce vecteur ici de R3. On l'a déjà vu ici, B étoile x, B étoile y et B étoile z, les composantes du pseudo-vecteur qui est là. Et donc cette matrice F mu va s'écrire à l'aide de ce vecteur et de ce pseudo-vecteur sous cette forme-ci. Alors une petite remarque sur les notations, il y a une espèce d'ambiguïté ici, puisque on a à la fois des vecteurs, un objet qui est quadri, qui vit dans l'espace à 4 dimensions, dans l'espace-temps, F mu, et puis on a des vecteurs ici, qui vivent dans l'espace à 3 dimensions. Il y a une petite ambiguïté, puisque dans l'espace de Minkowski, on fait attention à distinguer composantes covariantes et composantes contravariantes, puisqu'on a une forme qui n'est, enfin, une forme quadratique, une métrique qui n'est pas euclidienne, alors que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, dans l'espace à 3 dimensions, eh bien, on a un produit scalaire qui est euclidien, donc on peut confondre composantes covariantes et composantes contravariantes. Donc pour essayer de lever un petit peu cette ambiguïté, voilà comment on va procéder. Donc on note toujours avec V barre en bas un quadrivecteur de l'espace-temps, qui a pour coordonnées V0 et V, c'est la composante purement spatiale de ce quadrivecteur. Et donc on note comme d'habitude avec des indices en haut les composantes contravariantes de ce vecteur-là, et puis avec des indices en bas les composantes covariantes dans ce cas-là. Maintenant, quand je suis dans l'espace à 3 dimensions, je vais noter les composantes spatiales à l'aide des lettres x, y et z. Donc 1, 2 et 3, ça va être réservé à des indices qui vont correspondre aux composantes spatiales d'un quadrivecteur. X, y et z vont correspondre aux composantes spatiales d'un vecteur de l'espace de R3. À ce moment-là, je vais faire correspondre Vx en bas à Vx en haut, puisqu'on a dit que dans l'espace de R3 euclidien, on pouvait confondre composantes covariantes et composantes contravariantes. Mais donc, on se souvient toujours que ceci est fondamentalement les composantes d'un vecteur, donc les composantes contravariantes. Donc ça va être égal à V1 en haut et moins V1 en bas. Donc attention dans nos notations. Donc voilà, nous en avons fini avec ce chapitre sur les pseudoscalaires et les pseudo-vecteurs. Et nous allons montrer dans le chapitre suivant comment est-ce que ces formes bilinéaires alternées de l'espace-temps vont nous permettre de fusionner le champ électrique et le champ magnétique dans un seul objet tensoriel qui va être le tenseur électromagnétique, qui va être construit à l'aide des propriétés que l'on voit ici, puisque le champ électrique va correspondre à ces composantes-là et le champ magnétique va correspondre à ces composantes